Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. Les titres de ce journal bilingue ce soir: comment détecter la désinformation, comment faire face aux dérives observées sur les réseaux sociaux. Les fake news gagnent de plus en plus du terrain et il devient urgent d'y mettre un thème. À suivre dans un instant, le reportage d'Oni Ladonnette sur l'atelier organisé ce jour à Douala par l'Union européenne à l'endroit des journalistes. Également au menu de ce journal, lutte contre le trafic d'ossements humains, un gang de présumés trafiquants dans les filets des éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire du littoral, alors qu'ils tentaient de vendre leur butin constitué de 2 squelettes. Plus de détails, c'est avec Orient Donquin dans ce journal. Hors de nos frontières au Mali, la junte au pouvoir se désolidarise des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. On va suivre également le round-up de l'actualité africaine de ce 29 septembre avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Une fois de plus, bonsoir. C'est en langue anglaise que nous ouvrons ce journal. Bonsoir, Christelle Asek. Good evening, Makedali Dinutum. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, the European Union has organized a workshop today in Douala to drill journalists on disinformation and how to combat these difficulties in this digital era. Oni Ladonnette and Nono Fetu took part in this workshop and filing the following report. As the spread of fake news continues to gain relevance in the media space, it is imperative for journalists to be up to date with knowledge that can help stop its propagation. This is why the European Union has drilled some press men and women on how to deconstruct fake news in this digital era. To sensitize people on the dangers of disinformation and fake news, but not only to sensitize, but also to give them some tools to help identify what's disinformation, to deconstruct the logics behind disinformation, and to stop disinformation spreading. And of course, the media play a critical role in these respects. As watchdogs of the society, the media is tasked with ensuring the veracity of every information before its publication. Treating information nowadays at the age of the digital world is just more than asking and crossing your sources to see where information is coming from, and also checking to see if the information is from a credible source. Information from credible sources could also be wrong, and that's why we are saying you need to actually go beyond just the headline to read the information better. But also, journalists need to be very careful when they collect information and take them back to the newsrooms. Disinformation and defamation are offenses punishable by law. In Cameroon, we have a myriad of laws that sanction disinformation, generally fake news, and defamation, which are all sanctions, offenses within our criminal law to punish wrong behavior by journalists, especially with regard to disinformation. This is a third workshop organized by the European Union on same topic, as the first two was held with the government and civil society activists. The fourth will be with international partners in some weeks to come. The aim is to come up with some recommendations so as to jointly fight against fake news. Protecting the lives of Cameroonians living abroad is of utmost importance. This is based on a study carried out by the NGO Un Monde Avenir and her partners, showcasing that almost 60% of Cameroonians residing abroad safety is not guaranteed. Josephine Binzi and Gilles Port took part in this meeting and expand more on this study. Certain difficulties have been identified with migration and external relations in Cameroon. We are here today because migration is a problem which has become of interest to all Cameroonians. Some time ago, we saw some of our brothers brutalized and tortured in a country considered as a sister nation. I am talking about the Equatorial Guinea,
which is not the first time. It has not been pleasing to see Cameroonians treated like that, treated like thieves. En train d'être traités comme des grands bandits, des malpropres et jetés aux frontières. FORIM has been created to tackle migration difficulties in the frontiers as youths are most vulnerable to migration ambiguities. Ce qui ressort, c'est que les jeunes ont de plus en plus envie de partir, mais aussi que le Cameroun n'est pas très réactif. Today, many youths want to travel, but Cameroon is not very reactive in areas where nationals are not treated well. It's important that we discuss various ministries to be involved in how to respect the laws put in place in terms of migration, but for them to understand why youth are also migrating. Prendre en compte le contexte, parce qu'aujourd'hui les gens migrent aussi parce qu'il y a un certain nombre de crises, notamment des crises climatiques. In the Universal Declaration for Human Rights, Article 13 declares the liberty of entry and exit for all individuals. Un Monde Avenir has on this aspect called on all migration authorities to create avenues to properly protect Cameroonians abroad, especially in Parliament. This should be able to enable them understand their fundamental rights. Le préfet de la Mézam dans la région du Nord-Ouest a signé le 27 septembre une décision interdisant la tenue des réunions et manifestations non déclarées pour plusieurs observateurs. La signature de cette note est un rapport avec le 1er octobre. À cette date, les séparatistes célèbrent l'indépendance d'un État fictif qu'ils essaient d'écrire. Inès Pangon. À quelques heures du 1er octobre 2022, le préfet du département de la Mézam dans la région du Nord-Ouest signe une décision interdisant la tenue de réunions et manifestations non déclarées, et ceci jusqu'à nouvel ordre. La note signée le 27 septembre 2022 par Simon-Émile Meau arrive dans un contexte de ville morte d'un mois décrété par les sécessionnistes. Pas de reprise des classes, pas d'activité socio-économique pour les séparatistes jusqu'au 2 octobre prochain dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La violence est utilisée par ces derniers pour contraindre au respect de cette décision. Sur la route de Kumba, un bus de transport en commun est attaqué le 7 septembre, bilan 7 civils tués, et à Mouyouka, un enseignant d'une école primaire est violemment agressé. Certes, l'autorité préfectorale ne justifie pas cette décision, mais de nombreux observateurs font le lien avec le 1er octobre. C'est en effet cette date que les séparatistes ont choisi comme journée de célébration de l'indépendance d'un État fictif qu'ils essaient de créer à travers la réunion des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, à chaque 1er octobre, ces derniers tentent de marquer cette journée en hissant des drapeaux dans les villes des régions suscitées. En rappel, c'est le 1er octobre que le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone ont été réunis après avoir été administrés séparément par des puissances tutélaires que sont la France et l'Angleterre. Parlons à présent de ce conflit foncier. Un terrain situé au quartier Bastos à Yaoundé divise la société immobilière du Cameroun SIC et un citoyen. Ce dernier a entrepris les travaux de construction d'un immeuble, sauf que le sous-préfet, descendu sur place ce matin, a instruit l'arrêt des travaux jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Nos reporters Olivier Bouziqueux et Thierry Horn étaient également sur les lieux. Quartier Bastos à Yaoundé, cet immeuble est bâti sur un terrain litigieux. Le sieur Bela Roger, représenté par son avocat, dit l'avoir obtenu légalement jusqu'au titre foncier. Mon client, M. Bela Roger, sur ce site, qui lui est querellé par la SIC, est détenteur d'un titre foncier qui lui a été délivré conformément aux dispositions de la loi par l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre des Domaines. Donc, qui date de quand, je ne peux pas vous donner cette information ici et maintenant. Cet espace est donc désormais un espace privé et il a parfaitement le droit de considérer toute violation de cet espace comme une violation de domicile. Pourtant, la société immobilière du Cameroun dit en être propriétaire légal depuis longtemps avant l'indépendance du Cameroun. Élément de preuve à l'appui. La SIC a acquis ce terrain dans les années, le 1er juin 1953. Et c'est le titre foncier
185. La SIC a pris la peine de sécuriser son terrain pour constater de part et d'autre une grande clôture qui ceinture le patrimoine foncier de la SIC en ces lieux. Face à la confrontation, le sous-préfet de Yaoundé 2e est descendu sur le site et a pris des mesures conservatoires. L'autorité administrative a pour mission de protéger les hommes et leurs biens. Sauf que le sous-préfet que je suis fait donc face à une situation où 2 Camerounais produisent les titres fonciers pour le même espace. Alors, comme le bon père de famille, le sous-préfet qui n'est préoccupé que par le maintien de l'ordre bien dit, attendez d'abord de voir clair que la question se règle. Sur place, un début de solution a été trouvé. Nous avons sollicité du sous-préfet une rencontre avec la SIC pour d'abord essayer de discuter et trouver une sortie de crise sans dégâts pour les uns et les autres. Les pourparlers entre les deux parties auront lieu lundi prochain. Question de trouver un terrain d'entente. Un gang de présumés trafiquants d'ossements humains dans les filets des éléments de la brigade anti-criminalité de la police judiciaire du littoral. 4, ils ont été appréhendés alors qu'ils essayaient de vendre leur butin constitué de 2 squelettes humains. Ils ont été présentés à la presse hier. Plus de détails avec vous, Oriane Donken et Jules Pont. Pas de véritable repos pour ces défunts dont les tombes ont été profanées et les restes trimballés dans ce sac de couleur rose. Les présumés auteurs de ce forfait viennent d'être appréhendés par les éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire en collaboration avec l'ONG LAGA, spécialisée dans la lutte contre la criminalité phonique. Nous avons reçu un renseignement selon lequel des individus s'apprêtaient à vendre des ossements humains du côté de Bonabéry. C'est dans cette optique que nous avons déployé les personnels de la brigade anticriminalité de notre division. Avec un stratagème, nous avons pu interpeller donc 5 individus avec un sac contenant effectivement un squelette humain à peu près complet. Les présumés trafiquants ont été présentés au procureur de la République et à la presse ce 28 septembre 2022, le coup de filet quelques jours avant. Se sont passés dans la journée du 19 septembre 2022 aux environs de 16 h, précisément à Bonabéry. Avec donc le renseignement que nous avons eu, comme je le disais tantôt, nous avons pu mettre la main sur ces individus et, comme vous l'avez vu, ils vous ont été présentés. Ils seront présentés devant le procureur de la République ce jour. L'interpellation de ces individus est le fruit d'enquêtes parties du trafic d'écailles de pangolin et de peau de panthère à destination de l'Inde. Grâce à la collaboration de la population, nous avons pu mettre la main sur ce gang qui ramenait les ossements du côté du nord-ouest pour les écouler ici dans la ville. Selon des sources proches de l'affaire, le trafic d'ossements humains prend une nouvelle et dangereuse dimension dans le pays. Les trafiquants auraient encore plus d'ossements humains à vendre. Away from our society page, we now talk economy. Consumers of palm oil will now have to budget a little more due to the drastic increase in prices of this commodity in our local markets, which used to sell at 600 francs for a litre, now sells at 1,000 francs CFA. Onila Donet tells us more. Palm oil prices has risen in local markets across Douala, economic capital of Cameroon. From 600 to 800 francs months back, a litre now sells at 1,000 to 1,500 francs.
When I used to go to Suza, I would buy oil at 12,500 to sell at 800 francs a litre. Recently, I went to buy and it was sold at 21,000 francs. I sell at 1,100 francs a litre, and customers are no longer interested since it's expensive. Customers who could buy at 1,100 francs are reluctant to do so. I sell a litre at 1,000 francs. I sell at this price so I can recover my money because I buy it from the farm expensive. They call to inform us of the price, asking if we are interested or not. I cannot stay home. What will my children eat? I just have to buy them. According to local producers, the rain is affecting production. Palm oil is expensive. The price is too high. Just 2 months ago, we sold red oil at 600 francs, 650 francs. And now, wholesalers in the interior areas are making things difficult for us. When we ask, they say there's no oil. The rain is obstructing production and nuts are no longer producing. That's why they sell at a high price. I bought a litre of red oil at 1,000 francs. The price has dropped as compared to last week. Consumers have to constantly adjust their budget so as to meet up with a continuous price fluctuation. Consumers are complaining. When I buy for the house, my wife will complain. It's not only red oil that's expensive. Vegetable oil also now sells at 1,600 francs. In February of this year, the Oilseeds Refiners Association requested authorization to import over 1,000 tonnes of palm oil to complement local supply for 2022. Few months after this move, supply still cannot satisfy demand. From economy, we now talk health. Today, September 29, 2022, has been commemorated worldwide as the International Day for Rabies. The day has been celebrated in the nation's capital under the theme, Rabies, One Health, Zero Death. The Minister of Livestock, Fishery and Animal Industries officiated this event and has encouraged owners of these pets to do same. Josephine Binzi and Thierry Ond report. About 24,000 persons are said to have suffered from dog bites with traces of rabies between August 2021 to August 2022. This is the context under which the 16th International Day for Rabies has been observed in Yaoundé to discuss possible preventive methods. That disease. And so the statistics that we have on rabies quite often are very subjective. For instance, this year alone, there are more than 24,000 cases of dog bites in humans as captured by the human health sector. But if you go to cases of rabies that have been diagnosed positive in dogs, there are only about 9. Neglect on the part of the population may explain the high numbers of rabies-infected persons. In rural areas where people are bitten by dogs and they don't go to health services to report. And so most of those cases are not captured. But from 24,000 cases nationally, you will see that rabies could be a very big problem if all those cases were reported and investigated. Government is calling on all to be vaccinated to prevent the disease. To let them know that rabies is a very dangerous disease. It's a disease whenever it affects human beings and they start manifesting signs, they will die. But we can eliminate it because we have vaccines, we have the tools to eliminate rabies.
And we are called up. The International Day for Rabies was celebrated under the theme Rabies, One Health and Zero Death. The Minister of Livestock, Fishery and Animal Industry, Dr. Taiga, via this celebration, used it to inform the public that rabies in humans leads to death, thus vaccinations or timely medical alert on dog bites will save lives. Le ministre et homme politique Amadou Ali a été inhumé le 28 septembre à son domicile à Maroua. Les autorités de la région de l'extrême nord gardent de lui le souvenir d'un patriote et de quelqu'un prêt à tout pour le bien-être des siens. Inès Pangon. Des prières pour accompagner dans sa dernière demeure le ministre et homme politique Amadou Ali. Originaire de la région de l'extrême nord, il a été au premier rang dans la lutte contre Boko Haram et la protection du territoire camerounais. On se rappelle qu'en 2014, son épouse est enlevée et libérée par le groupe terroriste. L'intégrité territoriale du Cameroun était sa principale préoccupation. Le Cameroun qui connaît déjà au millimètre près. Si vous cite les différents départements, les différentes frontières, donc nous pensons que le Cameroun, la région de l'extrême nord, vient là de perdre quelqu'un de très 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 important. Nous avons le souvenir d'un homme d'État loyal, fidèle, franc, n'est-ce pas, et soucieux de l'amour de son pays. L'homme d'État, né à Kolofata en 1943, a porté auprès des instances décisionnelles la voix des populations et a apporté des explications sur les accomplissements du gouvernement vers la base. Un relais entre la communauté à la base que nous sommes et les pouvoirs publics, aux côtés même des secteurs, des services sectoriels et autres. Il était pour nous une autre voie intrinsèque de transmission de nos besoins et il faisait descendre l'information et nous rassurer à chaque fois sur nos situations, sur tout ce que les pouvoirs publics font ou envisagent de faire pour la communauté. Nous avons appris par rapport à l'administration, la rectitude, la gestion des biens publics, nous avons appris beaucoup de choses. Décédé ce mardi 27 septembre 2022 alors qu'il était en évacuation sanitaire en Suisse, l'homme d'État est inhumé ce 28 septembre 2022 à son domicile à Maroua. Il a été vice-premier ministre, ministre chargé des relations avec les assemblées et ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'actualité hors de nos frontières, Mali, la junte au pouvoir se dissocie des sanctions de la CEDEAO prises contre la Guinée. Au Nigeria, 5 soldats et un civil ont été tués dans le sud-est du pays. Et puis au Rwanda, ouverture du procès du financier présumé du génocide. Le résumé de l'actualité africaine, c'est avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, la junte au pouvoir a indiqué se dissocier des sanctions infligées par la CEDEAO aux voisins guinéens, également gouvernés par des militaires. Par ailleurs, le Mali a accueilli ce jeudi des chefs d'État de la CEDEAO venus discuter avec la junte sur le sort de 46 soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 5 soldats et un civil dans le sud-est du pays après le dernier bain de sang dans une région où les tensions séparatistes éclatent continuellement. Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda, a joué un rôle important dans le massacre des Tutsis en 1994, a déclaré l'accusation ce jeudi lors de l'ouverture de son procès par contumace à la CPI. Félicien Kabuga a plaidé non coupable lors d'une première comparution en 2020. En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'est engagé à ne pas imposer un confinement pour lutter contre le virus Ebola, dont des cas ont été détectés dans la région centrale de Mubende, affirmant que le pays avait la capacité de maîtriser l'épidémie. Cette note en sport avant de refermer ce journal. Football face à la crise qui secoue depuis quelques mois le Dynamo Football Club de Douala. Les autorités administratives tentent d'apaiser la situation. Cet après-midi, une réunion d'urgence s'est tenue au cabinet du gouverneur de la région du Littoral. La réunion portait sur la situation trouble qui
qui prévaut au sein du club. Les différentes parties ont été appelées à une réconciliation. Rappelons que ce jeudi, Dynamo Football Club de Douala devait tenir son assemblée générale, mais le sous-préfet de Douala 5e a interdit cette assemblée pour risque de trouble à l'ordre public, entre autres. Dans une note publiée le 20 septembre dernier, la Fédération camerounaise de football demande à Dynamo d'organiser une assemblée générale avant le 3 octobre prochain, compte tenu des engagements au championnat MTN et les tours. Affaire à suivre. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur nos antennes et à très bientôt sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle Assek. Au revoir, Makedali Dignitum. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. Bye-bye.